à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole avec cette deuxième table ronde de la journée. Durabilité, les institutions et l'environnement ont-ils le même agenda en matière de transport aérien comme de dérèglement climatique? Vous le savez, les enjeux sont par essence internationaux, mondiaux. La 41e Assemblée générale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, s'est tenue ces tout derniers jours. Ça s'est achevé le 7 octobre, vendredi dernier, au Canada. Les 193 États membres ont adopté pour la première fois un objectif de neutralité carbone pour 2050. On a beaucoup de chance ce matin puisqu'on a autour de la table trois intervenants qui étaient à Montréal au cœur des négociations multilatérales sur ces questions. On va donc commencer par débriefer cette résolution. Nicolas Rallo, bonjour, vous êtes directeur régional du bureau Europe et Atlantique Nord de l'OACI. Henrik Ololai, qui est avec nous en visio depuis Bruxelles, directeur général mobilité et transport à la Commission européenne. Bonjour. Hello, Henrik Ololai. Thank you for being with us. Can you hear me properly? Yes, absolutely. I'll be translating for you today. Good morning. Parfait, merci beaucoup. Damien Cazet, directeur général, direction générale de l'aviation civile. Et puis, Maud Pawlowski, vous êtes chef du service aéronautique à la région Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec vous, Nicolas Rallo. Vous étiez encore il y a quelques jours à Montréal. Qu'est-ce qui a été... alors rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'est l'OACI, rapidement. Et puis, dites-nous qu'est-ce qui a été voté par les 193 États membres vendredi. Très bien, bon, il n'y a plus de secret, hein, Pierre, puisque vous l'avez dit, mais je vais donner un peu plus de détails. Vous en avez un peu plus que moi, je pense, sur le contenu de la résolution. J'espère. Tout d'abord, félicitations à la Tribune et à Bordeaux Métropole pour cette initiative. Et merci. Mettez bien le micro sur votre menton. Et merci de votre invitation. Donc, je dis félicitations à la Tribune et à Bordeaux Métropole pour cette initiative. Alors, l'OACI est une agence spécialisée des Nations Unies. Elle est établie sur la base d'une convention internationale, la Convention de Chicago, qui a été initialement signée en 1944. Donc, l'OACI est déjà une organisation établie depuis longue date. Elle compte 193 États membres, comme vous l'avez dit. Alors, ce n'est pas une autorité. Elle a cependant un rôle clé, car c'est le seul forum où des politiques, des normes et autres dispositions peuvent être adoptées à un niveau mondial. L'OACI adopte ces normes internationales, elle conduit des audits des États membres, elle les assiste aux besoins pour renforcer leurs capacités. Ce faisant, elle a un rôle majeur pour assurer la sécurité, pour contribuer à assurer la sécurité, la sûreté et la durabilité du transport aérien. L'Assemblée, qui s'est tenue la semaine dernière et la semaine précédente à Montréal, au siège de l'OACI, est l'organe souverain. Les États membres sont convoqués, ils décident des politiques pour les années à venir et ces décisions ou résolutions sont contraignantes pour l'organisation elle-même et elles engagent politiquement et moralement les États. Chaque État a une voix. On parle pour une assemblée, en tout cas pour celle qui s'est tenue à Montréal, de 2500 participants. 184 États étaient présents, 50 organisations internationales. L'accord historique, vous l'avez mentionné, c'est celui d'une neutralité carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, principalement les carburants d'aviation durable, on en a parlé, ce sont ceux d'origine non fossile, produits à partir de biomasse, de déchets, de CO2 atmosphérique, d'hydrogène, mais également, bien sûr, des améliorations technologiques au niveau des avions, des gains d'efficacité opérationnelle, optimisation des trajectoires, gestion du trafic aérien. Mais alors, ce n'est pas tout. Une chose qui n'a pas été mentionnée, c'est le régime CORSIA. Le régime CORSIA est une composante importante de la lutte contre les changements climatiques. Et un régime de compensation de quotas carbone, hein, c'est ça. Alors, le régime CORSIA est un régime, c'est le seul régime mondial de réduction, de compensation des émissions de CO2 de l'aviation internationale. On n'y a pas encore fait référence, mais donc cet objectif de neutralité carbone, il s'ajoute au régime CORSIA, qui a été encore une fois soutenu et renforcé lors de cette assemblée. Sur la résolution adoptée le vendredi 7 octobre, est-ce qu'elle a été compliquée à adopter? Est-ce qu'on parle d'unanimité? Quels ont été les volumes de vote pour ou contre?
Alors, ce sont des décisions qui sont le fruit d'efforts acharnés, je dirais, à la fois un travail technique, puisque ce ne sont pas des discussions sur des positions dogmatiques. Elles font suite à des rapports, notamment le rapport sur la faisabilité de l'objectif LTAC, l'objectif ambitieux à long terme, de neutralité carbone, et d'intenses efforts diplomatiques. Tous ces objectifs sont difficiles à atteindre en raison de la disparité des situations et des perspectives entre les États membres. On parlait des légitimes aspirations des États en voie de développement. Les débats qu'on a eus ce matin sont intéressants, mais ils ne se posent pas de la même manière pour des États enclavés en développement ou des États insulaires. C'est un succès diplomatique significatif. La résolution a été adoptée quasiment à l'unanimité. Il y a eu quatre réserves, mais qui n'entachent pas, disons, le résultat lui-même. 4 États qui ont émis des réserves, mais sans entacher le résultat lui-même. Pierre. Merci beaucoup, Nicolas Rallo. Henrik Hololai, bonjour. Vous êtes avec nous à Bruxelles. Vous étiez à Montréal ces dernières semaines. Quelle est la position de la Commission européenne à l'issue de ce vote ? Hello, so you represent the European Commissioner for Mobility and Transport. Thank you for being with us this morning. You were present in Montreal. What is the position of the European Commission after this vote at the ICAO? Well, first of all, a very good morning to everyone in Bordeaux, and I would have, of course, very much. De retour son. Excuse us, we have a sound problem. No. It's always like that. Allez-y. Can you hear me now? Can you hear me now? There's no sound, I'm afraid. Ah, yes, there is. There is no sound. Hello, yes, there is sound. We can hear you. Thank you. Okay, perfect. A very good morning to everyone in Bordeaux, and of course, I would have loved to be present myself, but unfortunately, coming back from Montreal, I already have to travel onwards again, so I was unable to join you. But I would very much like to commend this initiative. Monsieur Hololai, si vous pouvez faire des petites pauses pour laisser la traduction pouvoir se Yes, if you don't mind, I'm just going to interrupt sometimes to be able to follow. Bien le bonjour à tout le monde. J'aurais beaucoup aimé être avec vous ce matin, mais avec l'événement à Montréal, c'est vrai que l'emploi du temps était un petit peu serré, donc voilà, j'aurais beaucoup aimé être avec vous ce matin. Bonjour. Allez-y. I think it has been a very successful General Assembly that just finished, and I think that Europe has a good reason also to be satisfied of the outcome. Je pense que c'était une assemblée vraiment très intéressante et que l'Europe est bien située pour prendre les choses en main et poursuivre vers l'avant. It is clear that what we were able to achieve in terms of sustainability of international aviation was quite extraordinary. And for that, also we need to go back 3 years. Il est clair qu'en matière de développement durable, on a fait des bons en avant. I'm sorry, could you repeat the last bit? For that, we need to go back 3 years. Mais pour cela, il faut que nous revenons en arrière de 3 ans. Can you explain why? 3 years ago, when we had the last General Assembly, and I remember very well the discussions about the long-term aspirational goal. And it was almost impossible to think that in 3 years, which means now, we would be able to agree almost unanimously on an ambitious long-term aspirational goal. Because 3 years ago, it seemed entirely impossible, and the earliest date that was flagged was 2025. Il y a 3 ans, à l'Assemblée, la dernière Assemblée que nous avons eue, il était difficile d'envisager que dans 3 ans, on en serait au niveau où on est aujourd'hui. Donc, on imaginait que ça serait bon pour 2025, et finalement, en 3 ans, on a réussi à faire des bons en avant. Donc, c'était inattendu qu'on puisse être aussi unanime et être en accord tous ensemble sur ce sujet. And of course, that meant a lot of preparation, a lot of work, of course, in Montreal, but also a lot of work from different capitals, and a very useful high-level meeting in the end of July, which created the framework
very intense work by the ICAO Council later on to prepare the assembly, and then, of course, a very realistic proposal for the discussion in the assembly. Bien sûr, cela a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'organisation à Montréal, mais aussi dans toutes les capitales européennes. Et voilà. Des discussions de haut niveau, notamment fin juillet. Est-ce que ça a été compliqué à convaincre, de convaincre tous les États membres ou presque? Was it difficult to get everyone to agree on this objective? Absolutely. I mean, when you have these discussions where you have more than 190 countries involved, it is always very challenging because countries come from different backgrounds, from different ambitions and different expectations. Évidemment, c'est très difficile de réunir autant de pays puisqu'on a tous des environnements différents, des cultures différentes, des barrières qui peuvent créer des désaccords. Mais bien sûr, oui, c'est difficile de rassembler autant de monde. But it was very, very clear that if we want to move ahead, if we want to have a long-term aspirational goal, which is in line with the commitments to global climate action under the Paris Agreement, and also to net zero greenhouse gas emissions in the EU by 2050, we all have to compromise. Bien évidemment, pour atteindre des buts aussi importants en 2050, il faudra qu'on se serre les coudes et qu'on continue à travailler dur dans cet objectif. On va en parler tout de suite. Allez-y, allez-y. Yes. That is what the international multilateral negotiations are about. C'est ce dont il s'agit au niveau des accords internationaux. C'est de cela dont on parle. Merci Enrico Lolai pour cette introduction. Vous restez avec nous pour la suite. Thank you very much for that intervention. If you can still stay with us for a while. Damien Cazet, bonjour. Vous allez avoir les mêmes questions qu'Enrico Lolai. Vous représentez la France. Vous étiez aussi à Montréal. Quelle est la position aujourd'hui de la France après ce vote historique? Est-ce que ça a été compliqué à atteindre? Je ne vais pas redire la même chose, et moins bien que ce qui a été dit par Nicolas et Éric. D'abord, je voudrais, Éric, vous le voyez, vous imaginez les petits hommes gris de la Commission qui sont dans leur dossier. Eh bien, moi, j'ai vu la Commission à la manœuvre, et je voudrais dire un immense merci pour ce qui a été fait par la Commission, qui est une commission enthousiaste, qui a réussi à emmener l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'ensemble des pays du continent européen, qui a vraiment drivé ces pays, épaulé par plusieurs pays, dont la France. J'étais très fier d'être français. Et je dois dire que Henrik et Philippe Cornelis ont fait un travail formidable et on leur devra ça pour de nombreuses années. Et ce n'est pas uniquement pour lui faire plaisir, il le sait, tout le monde le sait. La deuxième chose, c'est qu'il y a un travail formidable qui a été fait et j'étais très fier d'être français et européen, à la fois par les États, par la Commission, mais aussi par l'industrie, depuis de nombreuses années. Par Airbus, par Safran, par Thales, qui est représenté par Yannick aujourd'hui, et qui ont préparé avec d'autres pays, avec Boeing, la mise en œuvre, la convergence de tout le secteur. Et la déclaration qui a été faite à Toulouse en février, Henrik était là, qui suivait aussi la déclaration de la COP faite par nos amis britanniques, ont été essentielles. La troisième chose, c'est que je reviens extrêmement optimiste. Parce que dans ce monde un peu gris dans lequel nous vivons, il y avait un élan d'optimisme et d'enthousiasme à Montréal en disant on va pouvoir décarboner et on va faire les efforts pour réaliser cet objectif. Et la dernière chose qui m'a vraiment surpris, c'est le fait qu'il n'y a pas les Européens d'un côté et le reste du monde. Il y a un vrai clivage qui est né avec la Russie, c'est vrai, pour des raisons politiques, et la Russie a été exclue. Henrik a fait aussi un travail formidable parce qu'on devait le faire, et ce n'était pas de gaieté de cœur pour exclure la Russie du Conseil. Mais il y a une énorme convergence de beaucoup de pays, des pays du Golfe, des pays d'Asie, des pays d'Afrique, des pays de la Caraïbe, d'Amérique centrale, qui tous, évidemment, ont des visions différentes, voudraient des pas de temps différents, mais qui sont tous convaincus que la survie de l'aviation passe par sa décarbonation à marche forcée.
Alors justement, sur ce point, sur les lignes politiques, il y a quelques mois encore, on s'attendait à voir peut-être des fractures entre certains pays du Sud, certains pays asiatiques, la Chine, à commencer par la Chine, qui ont besoin de l'avion pour se développer. Finalement, on a réussi à obtenir cette quasi-unanimité. Comment ça s'est joué? Il y avait une unanimité forcée, parce que lorsqu'il y a un mouvement convergent essentiel, même les plus réticents ont besoin de se rallier. Et encore une fois, il y a un travail formidable qui a été fait, y compris par nos RP. Et je dois dire aussi qu'on a remis en marche, ça n'a pas été assez souligné, on a remis en marche l'OACI qui avait été pendant des années bloqué, pour d'autres raisons que je ne vais pas développer, que tout le monde sait, mais on a vraiment remis en marche avec une nouvelle équipe l'OACI. Cette convergence aussi, elle nous donne une immense responsabilité, parce qu'on a créé un problème pour beaucoup de pays qui ne savent pas quelles sont les solutions techniques pour arriver à cette décarbonation. Cette responsabilité, elle pèse sur nos épaules, nous qui avons poussé à ce compromis et qui devrons donner à la fois des solutions techniques, des solutions humaines, des solutions industrielles pour faire en sorte qu'on converge tous ensemble. Et ça va nous occuper maintenant à marche forcée aussi. Ça va nous occuper pendant cette table ronde, et puis ça va nous occuper un peu plus longtemps par la suite. Maud Pawlowski, bonjour, vous êtes chef de service aéronautique au Conseil régional. Vous n'étiez pas à Montréal, sauf si vous ne me l'avez pas dit, mais la région n'est pas restée les bras croisés. Cette feuille de route neutralité 2050, comment elle s'inscrit et résonne avec les propres objectifs politiques du Conseil régional? Oui, bonjour, merci. Déjà, je voudrais partager les excuses d'Alain Rousset qui m'a prévenu il y a très peu de temps qu'il ne pourrait pas être dans les temps pour cette table ronde. Donc, je vais essayer de... Il y a quelques minutes pour être tout à fait transparent. Donc voilà, la région, elle est chef du fil du développement économique. C'est de ça que je vais parler parce que c'est plutôt de l'étiquette que j'occupe à la région Nouvelle-Aquitaine. Et en cela... Ces objectifs-là, on doit s'assurer que l'ensemble de la filière, ces 70 000 emplois en région, et donc même les plus petites entreprises, vous avez parlé des gros, qu'on s'est bien structurés pour atteindre ces objectifs-là, vont pouvoir accompagner leur grand donneur d'ordre pour suivre cette trajectoire. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, la thématique du changement climatique, elle a été prise en compte il y a déjà quelques temps. On a adopté, l'exécutif a adopté une feuille de route, qui est la feuille de route Néoterra, qui place un objectif, alors qui est plus de l'ordre d'une mandature, forcément, pour justement adapter nos politiques au changement climatique. Et également, bien sûr, avoir un impact le plus faible possible sur ce changement climatique. Pour revenir, c'est un document chapeau, et pour l'aéronautique, on a un plan, une feuille de route régionale, le plan Maryse-Bastier, qui bien sûr prend cette thématique-là et donc place beaucoup d'énergie sur le fait d'accompagner la transition écologique des aéronefs. On est là aussi pour rendre possible ces objectifs-là avec ce qui n'est pas à la main forcément de la filière aéronautique. Quand on voit la part que vous mettez, que vous envisagez comme étant celle des SAF. Aujourd'hui, on a un aéroport, l'aéroport de Mérignac, qui peut délivrer du SAF. Le SAF, il vient d'un peu trop loin, il nous semble. Il faudrait effectivement que la biomasse puisse être mobilisée, sauf que la biomasse n'intéresse pas que l'aéronautique. Et là, il y a vraiment conflit d'usage, et c'est aussi le rôle d'une région d'assurer que les projets, on va dire, les plus vertueux vont pouvoir mobiliser la biomasse. On a une filière chimie-matériaux qui également cherche à se décarboner, qui a besoin de créer des molécules à forte valeur ajoutée à base de biomasse. Voilà. Et même dans l'aéronautique, pour certains matériaux qui cherchent à être décarbonés. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambitions pour lesquelles les gens qui ont pris un objectif attendent d'autres acteurs. Et là, le rôle de la région, c'est aussi de permettre cette articulation-là, il me semble.
On passe du local, régional au niveau mondial. Le gouvernement français disait cet objectif ambitieux nécessitera une puissante mobilisation de tous les acteurs du secteur au niveau national, européen, mondial. Le GIEC nous dit que plus le monde sera coopératif, plus il aura de chances d'aborder de manière efficace le changement climatique. On est en plein dans ces sujets. Nicolas Rallo, quels sont à l'échelle de l'OACI, avec ses compétences, les leviers qui seront mobilisés pour atteindre? Parce que le plus dur, c'est pas de faire fixer l'objectif, c'est maintenant de le tenir. Très bien. C'est une bonne question et je reviendrai à l'expression qu'a mentionné Damien, les petits hommes gris, je dirais les petites femmes grises et les petits hommes gris. Nous n'en sommes pas à l'OACI, ni même à la Commission européenne. Si vous avez la chance de connaître mes collègues qui travaillent dans le domaine de la protection de l'environnement au siège à Montréal, vous verrez qu'il n'y a pas une équipe plus dynamique, plus engagée, plus passionnée qu'elle. Et c'est une équipe qui est conduite par Madame Jane Hoop, que je tiens à saluer, ma collègue qui dirige cette équipe à Montréal. Ils se sont engagés durant de nombreuses années de manière acharnée. Je tiens à rendre hommage également au Conseil de l'OACI. Alors le Conseil, c'est un organe permanent, c'est l'organe directeur, l'Assemblée est l'organe souverain, nous sommes quasiment les seuls, à part le Conseil de sécurité à New York, en avoir un. Et il a eu un rôle moteur puisqu'il a préparé, comment dire, superviser et superviser le travail technique, notamment le comité CAEP pour la protection de l'environnement, et préparer le travail de l'Assemblée. Et les accords de négociation qui ont été très difficiles ont été préparés au sein du Conseil. Il y a des représentants, notamment la France est un membre permanent du Conseil. Donc ce serait, inopportun de ne pas souligner leur travail. Alors aujourd'hui, comment va être engagée l'OACI ? Vous n'avez pas de pouvoir réglementaire, mais vous pouvez émettre des bonnes pratiques, Ça, c'est la première mission, c'est l'harmonisation internationale. Donc les politiques, ça veut dire les normes, les lignes directrices à l'échelle internationale. Elles sont, critiques, puisque nous sommes le seul forum à pouvoir le faire, et ensuite ce sera retranscrit au niveau national, au niveau régional, quand il y a une autorité régionale, comme en Europe. Mais ce n'est pas le seul moyen d'action. Il y a aussi l'assistance aux États. Il y a plusieurs programmes qui, en anglais, ont l'acronyme ACT, qui veut dire agir. On n'est pas du tout dans le défaitisme ou dans la grisaille, mais dans l'action. ACT, ça veut dire Assistance, Capacity Building and Training. Donc l'assistance, le renforcement des capacités et la formation. Il a déjà commencé depuis des années pour Corsia et il va s'étendre aux carburants d'aviation durable, donc à Corsia, ACT-SAF. Et il consiste à apporter une aide aux États. L'aide est également pour que les États au niveau national établissent des plans d'action pour la réduction des émissions de CO2. Donc les États, Damien l'a mentionné, et Eric également, ne sont pas tous au même stade de capacité. Mais il y a une coopération internationale, un renforcement de la coordination, de la coopération avec les autres États, également avec l'industrie, avec les milieux universitaires. Et l'autre point important, c'est un engagement très fort pour l'innovation. Ça veut dire soutenir au niveau mondial et avec tous nos partenaires l'innovation, encore en coordination avec tous les acteurs, et aussi essayer d'agir pour permettre l'intégration la plus rapide possible de ces innovations dans le cadre réglementaire international, OACI, mais aussi national. Merci Nicolas Rallo. Enric Ololai, je me tourne à nouveau vers vous. L'Union européenne fait figure de moteur dans ces négociations. Quel est le paquet de mesures qui sera mis en place pour atteindre l'objectif de neutralité carbone? So the European Union is the drive. You understood? Yes. The European Union is the drive in this situation. So what are the measures that are being taken? Well, thank you very much. First of all, I would like to sincerely thank Damian for his very kind words, and also thank him for his unwavering support and excellent cooperation, without which we would have never been able to achieve the results we did. Donc merci beaucoup à vous, Damien, pour votre travail incomparable et infatigable dans l'évolution de ce sujet. And of course, there are a basket of measures that help us to get to the net zero. But the most important measure, which already has been mentioned, is, of course, the uptake of sustainable aviation fuels. Bien sûr, il y a beaucoup de mesures à prendre, mais la plus importante parmi elles, c'est
Carburant durable, l'obligation d'avoir des carburants durables. L'obligation d'avoir des carburants durables et respectueux de l'environnement. Quel est le calendrier de cet objectif? What is the plan for this goal in terms of time and I think it varies from country to country. It was already, Nicolas mentioned also that when it comes to the developing countries, it is extremely important to help them in capacity building and to support them through different measures. And that is also why the ACT SAF is so important. By the way, the European Commission and our Commissioner, Mrs. Valean, was the first to sign the memorandum of cooperation with ICAO on ACT SAF at the Assembly. Alors, I'm sorry. Est-ce que vous pouvez peut-être répéter plus lentement ou en deux fois? I'm so sorry. Could you repeat that, please? Well, I said that The developing countries. So there are many measures to be taken, but what's most important for us is to help the developing countries. Yes? I said that for the developing countries, we need to help them in capacity building. And that is why the support programs that Nicolas was talking about are so important. And Okay. out of them... Pardon, sorry, just a second. Donc c'est très important pour nous de pouvoir assister les pays qui sont en développement. C'est pour ça que des organismes comme ACT sont si importants. Ça nous permet de les accompagner au mieux. Yes? And that is why the ACT SAF is so important. And the European Commissioner, Mrs. Valean, was the first on behalf of the European Commission to sign with ICAO the memorandum of cooperation on ACT SAF to support the developing countries in helping to get there. Et par ailleurs, c'est la Commission européenne qui a soutenu ACT et ces organismes en premier lieu, dès le départ. And for the EU, we are currently discussing with the European Parliament and with the member states the proposal concerning Refuel EU Aviation, which is the proposal to incentivize the production and uptake of sustainable aviation fuels. Could you say this again, please? Il y a des discussions entre la Commission et le Parlement européen pour le paquet Refuel EU qui vise à instaurer une part de carburant durable. Oui, je connais pas les termes. Exactement. Oui. And this is the proposal in order to incentivize the uptake and production of sustainable aviation fuels in Europe. C'est cette proposition que l'on met en avant pour sensibiliser notamment. Merci. And of course, allez-y. And of course, just to add, innovation, of course, is also very important because through the innovation, we get new type of aircraft, new propulsion system, more performant engines, and they all help us to get to net zero. Bien sûr, c'est important l'innovation parce que ça nous permet de développer davantage les moteurs, the engines. And can you give me the other examples you used? The engines, the airframes, the new propulsion systems. Oui, ce sont des mots techniques de l'aviation que je maîtrise pas très bien. Je suis désolée. Les architectures d'avions, je crois que c'est. On parle, si je peux me permettre, du fuselage, des voilures, matériaux, des moteurs, de tout ce qui peut être des matériaux, de tout ce qui peut être l'objet d'innovation technologique. Merci beaucoup, Henrik Ololai. Merci. Damien Cazet à la DGAC, quels sont les qui s'inscrivent dans l'objectif européen, quels sont les leviers mobilisables dans le cadre de vos compétences et puis de vos objectifs? D'abord, on doit aider la Commission et les États membres à passer le paquet Refuel qui a été présenté, c'était un clin d'œil fait à la France, le 14 juillet 2021 et qui est vraiment nous projette dans l'avenir. On est pour une fois, l'Europe est plutôt en avance par rapport aux autres blocs régionaux et on est très questionné par les autres pays qui s'intéressent à ce qui se passe en Europe, qui s'en inquiètent aussi un peu. Les leviers, ils sont doubles. D'abord, c'est aider l'entreprise, nos industries, nos territoires
apporter l'innovation. C'est ce qui a été mis en place dès 2020. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit très précisément par les trois intervenants. Et Nicolas l'a dit, Eric l'a dit aussi. Ça veut dire faire une révolution qui va changer totalement l'aviation. Et pas uniquement l'avion. Il y a deux éléments qui changent beaucoup dans les mobilités actuellement, c'est la voiture et l'avion. Et on se rend compte que le modèle est en train de totalement se transformer. Et puis, voir s'il y a de nouvelles technologies, l'hydrogène, nouvelle technologie à laquelle on croit beaucoup, et faire en sorte que tout ça ne soit pas éthéré. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas des plans sur la comète, mais qu'on puisse les déployer à la fois sur les territoires, trouver des solutions, trouver des SAF, des moyens de distribution, trouver les entreprises pour développer ces innovations, et puis exporter ces technologies, ce modèle européen qu'on est en train de bâtir à l'étranger. Et on a un peu d'avance sur les autres pays, on a un peu d'avance, je pense aussi, sur les États-Unis par rapport, compte tenu de son retard à l'allumage, je dirais, en termes de transition écologique sur l'aviation. Et il faut que cet avantage, eh bien, on le démultiplie et on fasse en sorte que ce soit non seulement un avantage pour montrer la voie dans l'ensemble de l'Europe, pas uniquement dans l'Union européenne et dans l'ensemble des pays, y compris les pays en voie de développement, mais aussi qu'on transforme cet avantage en avantage économique, parce que c'est crucial pour notre industrie, pour notre emploi. On y vient dans une seconde. Maud Pawlowski, la neutralité carbone passera aussi par le cycle de vie de l'avion, de sa conception à sa fin de vie, réutilisation, recyclage. C'est un sujet qui tient à cœur le Conseil régional. Oui, tout à fait. Alors, si je peux rebondir juste sur l'innovation, hein, la région accompagne, dans le cadre de son plan Maris-Bastier, il y a 60% des financements pour la filière qui flèchent vraiment l'innovation des entreprises, et avec depuis quelques temps une initiative construite avec le pôle Aerospace Valley et l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine, l'initiative Maël, pour que les innovations de rupture puissent voir des démonstrations sur l'aviation légère. Donc on a quelques acteurs en région, on a vu tout à l'heure Jean Botti avec son avion hybride, il y a d'autres avions tout composites ou autres qui peuvent porter des innovations qui pourraient demain aller sur des plus gros porteurs, mais qui peuvent avoir aussi une réalité économique de ce type d'engin, puisque on ne sait pas si on va rester dans le même type d'aviation, s'il ne va pas y avoir une aviation point à point et de plus petites distances. On mobilise également donc nos aérodromes. On a 47 aérodromes en Nouvelle-Aquitaine. On sait que c'est un patrimoine qui n'est pas extensible et qu'il faut amener aussi à se transformer. Pour la partie économie circulaire, il me semble, sur les nouveaux projets, ce qui est intéressant, c'est que c'est pris dès le début comme thématique, et de la même façon on essaye par exemple de structurer la filière batterie en région avec l'usine ACC qui est entre Saft et Stellantis, enfin Total et Stellantis, et qui a pris comme élément de base le fait de s'assurer qu'ils auraient les moyens de recycler les batteries en fin de vie. L'éco-conception dès le départ. Voilà, l'éco-conception dès le début. De la même façon, on commence à voir quelques acteurs qui se positionnent sur le recyclage des terres rares pour les aimants permanents qui sont dans les moteurs électriques. Ça rentrera aussi dans les thématiques futures. Un acteur comme Imet Alloys qui s'est installé et qui va recycler tout ce qui est métaux rares. Donc effectivement, on se dit qu'il faut considérer aussi ce qu'on appelle la mine urbaine, enfin la mine déjà existante, et faciliter
l'arrivée de ces acteurs sur notre territoire et le fait de ne pas puiser plus que nécessaire les ressources de la planète. D'être soutenable. Damien Cazet, vous parliez de l'emploi il y a un instant. Question à tous les quatre. Est-ce qu'on a une idée des effets cumulatifs de toutes ces mesures aux différents échelons sur nos compagnies aériennes, nos aéroports, nos entreprises de l'aéronautique en termes d'emploi, de compétitivité? Damien Cazet, peut-être. Ce dont il faut... On est dans une période difficile, à la fois parce qu'on a eu une crise sanitaire, on voit qu'on a une crise économique, énergétique, internationale, et on est en train de rajouter une transition écologique qu'on veut faire à marche forcée. Ce dont il faut s'assurer, c'est d'abord que toutes les mesures qu'on met en œuvre sont viables. C'est qu'elles sont concordables, qu'elles sont concordantes et qu'elles ne se surajoutent pas de façon disproportionnée ou désorganisée. Ensuite, il y a un modèle européen qui a plutôt bien joué, qui fait qu'on a conservé les emplois dans les territoires, et ça a été plutôt mis à notre actif. Il faut encore une fois qu'on valorise cet actif pour faire en sorte que le ressort dont on dispose soit mis à disposition pour embrayer sur cette transition écologique. Donc il y a eu évidemment des plus et des moins, ça a été plus ou moins facile. Quand je compare avec nos collègues outre-Europe, eh bien, on est tout de même dans une situation plus enviable, parce qu'on a gardé notre capacité industrielle. Ça s'est d'ailleurs plutôt mieux passé qu'ailleurs avec beaucoup de compagnies. Ça n'a pas été parfait, loin s'en faut, mais il faut qu'on capitalise sur ce modèle européen qui nous a servi pour faire en sorte qu'on puisse utiliser les forces. Alors évidemment, il y aura des transitions, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître, des technologies, etc. Que vous reprenez la filière automobile, évidemment, l'abandon, la transition sur le diesel, elle est très douloureuse. Là, on n'a pas de technologie qu'on va abandonner, mais on va devoir réformer beaucoup de métiers et en créer d'autres. Merci. Henrik Hololai, comment la Commission aborde ce sujet de la compétitivité des entreprises et aéroports européens? So how does the European Commission deal with this competitiveness, and what will the effects of these measures be? I think that first and foremost, we need to see where we are coming from. Tout d'abord, il faut que nous réfléchissions de là où on vient, à notre passé. And of course, the last years have been particularly challenging due to the COVID pandemic and afterwards, of course, due to the Russian aggression against Ukraine. Donc les dernières années ont été difficiles évidemment par rapport à la pandémie et puis plus récemment par rapport à la situation politique avec la Russie. This has affected the aviation sector a lot. Cela a beaucoup affecté le milieu aéronautique. At the same time, what we have observed during last 6 months is also a very strong demand. Aussi, depuis 6 mois, nous observons une très grosse demande. And of course, this is positive. Bien sûr, ça c'est positif. It shows that people want to fly, and it shows that there is a lot of demand for the European aviation. Cela montre que les gens ont envie de prendre l'avion, de voler. First and foremost here, the most important thing is the focus on sustainability, because this is the license to grow. Bien sûr, un des points les plus importants, c'est la durabilité. And the sustainable aviation has already to be integrated also with the competitiveness of aviation. Et la durabilité dans le milieu de l'aviation doit être prise en compte aussi par rapport aux aspects économiques. We have also seen a very vibrant internal market in Europe. Il y a aussi un marché très vibrant en Europe, très dynamique. But the aviation is very international. Mais l'aviation, c'est tout à fait international. And that's why it is important to safeguard the competitiveness of our international aviation activities. Et c'est pour ça que nous devons préserver la compétitivité dans le milieu de l'aviation. I think that all the measures that we are doing in order to decrease also the administrative burden in general are welcome. Je pense que toutes les mesures que nous prenons et que nous devons prendre sont bénéfiques pour
La compétitivité des entreprises européennes, hein, c'est ça. And of course, one important element for the competitiveness is also to make sure that there is sufficient capacity in the air and on the ground. Un élément important au niveau de la compétitivité, is to maintain. I'm sorry. Is to have the sufficient capacity in the air and on the ground. C'est d'avoir la capacité suffisante aussi bien dans les airs que sur le sol. And that's why also we are looking into the current air services regulation in order to see whether it is fit for purpose. C'est pour ça que nous regardons les régulations aviatiques pour mieux être préparés. And to see whether the European overall aviation framework is conducive for the maintaining and increasing the competitiveness of European aviation. Conducive, sorry, could you explain? It is fit, Fit, yes. conducive. And could you say that again, please? Maybe we can just leave it like that. Okay. I can't remember what I said anymore. Merci, merci Henrik Alalay. Nicolas Rallo, il nous reste 8 minutes. J'aimerais qu'on on interroge la question des usages. Limiter, plafonner, encadrer le trafic aérien n'a de sens que si c'est une mesure globale. Est-ce que c'est dans les compétences de l'OACI? Est-ce que, au-delà des compétences, c'est des sujets qui sont discutés au niveau multilatéral, au niveau de cette agence de l'ONU? Merci Pierre. Je vais peut-être juste compléter ce qu'ont dit mes collègues pour apporter une note positive sur les opportunités qu'offre l'innovation sectorielle et non sectorielle. Les collègues vont en parler toute la journée, mais dans le secteur de la transition énergétique, notamment dans les pays en développement. Et c'est ce qu'on essaie de faire moi-même quand je suis en visite d'État officielle dans les pays, en Asie centrale ou au Maghreb. Je ne parle pas que d'aviation, je parle d'opportunités de développement, de carburant d'aviation durable, et ça veut dire bien sûr respectant tous les critères de durabilité qui sont établis, sans bien sûr concurrence avec l'utilisation des sols qui est légitime pour d'autres besoins. Alors, pour la question que vous posez aujourd'hui, les préoccupations environnementale, et on en a parlé, enfin je l'ai entendu ce matin, on parlait de dialogue citoyen. Le dialogue citoyen est important. Les États sont souverains. Il y a aussi un principe de responsabilité individuelle et les Nations Unies le placent au cœur du débat. Nous ne sommes pas simplement OACI, une agence isolée. Nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies avec nos conventions sur la lutte contre les changements climatiques et nos objectifs de développement durable. Ce sont nos préoccupations individuelles, encore plus celles de nos enfants. Mais ce qui est visé ici, ce n'est pas tant le transport aérien que les émissions ou les impacts sur les changements climatiques. Et le fait est que, et les rapports sont ici, que nous avons les moyens d'obtenir la décarbonation du transport aérien et de réduire les émissions d'ici là. Et ce à quoi s'engagent les États. Alors, on a parlé de l'impact socio-économique de l'aviation. Il y a aussi une question de connectivité. Elle se pose différemment pour la France ou pour Tuvalu, pour le Kyrgyzstan, absolument. Donc, c'est essentiel. Et du rapprochement entre les peuples dans un monde qui devient de plus en plus fragmenté et divisé. Alors, les États ne portent pas devant l'OACI l'objectif de décroissance. Ils portent l'objectif qui est un objectif ambitieux, courageux, je dirais créatif, de développement durable de l'aviation, qui s'appuie lui aussi sur des rapports de faisabilité. Donc le développement de l'aviation et la protection de l'environnement ne sont pas inconciliables. En fait, elles vont de pair. Le transport aérien du futur sera décarboné et sera durable. Merci Nicolas Rallo. Henrik Alalay, la question d'une modération du trafic aérien, est-ce que c'est dans les discussions à Bruxelles? La modération? L'encadrement du trafic aérien. Tu peux répéter la question? Oui, est-ce que l'encadrement du trafic aérien, de la croissance du trafic aérien est discuté à Bruxelles, à l'Union européenne? Have you discussed air traffic control at the European Commission in Belgium? Yes, of course. The issues related to air traffic control are been on the agenda for the last 20 years. Le trafic aérien est sur nos agendas depuis les dernières 20 ans.
And of course, the big discussion is how to deliver best the single European sky. The single? Single European sky. L'accord de ciel ciel européen unique. unique. Et oui, le plus difficile, c'est de... enfin, il y a un terme en français pour Single European Sky, c'est C'est quelque le chose qu'on... ciel unique européen, c'est ça? Oui, As you well know, we have a lot of inefficiencies when it comes to the flights within the European airspace. bien sûr, on a beaucoup d'inefficacité au niveau du contrôle aérien européen. And there is unnecessary fuel burn on longer flights than needed. And we need to do whatever we can to make the flights more efficient. On doit faire tout ce qu'on peut pour réduire la longueur de certains vols et rendre les vols plus efficaces. The Eurocontrol has calculated that if we would deliver a single European sky, it can reduce also 10% of the carbon emissions. Si nous parvenons à livrer un Single European Sky, le terme en français, c'est Ciel l'unique européen. un ciel unique européen. On pourrait économiser 10% On pourrait économiser de à consommation. terme jusqu'à 10% de Émissions de CO2. de consommation de CO2, ouais. pollution. Oui. Merci Currently- Enrique. Oh là là, il nous reste très peu de temps. There's just a few more minutes left. Thank you for your patience. Merci beaucoup. Damien Cazet, sur ce sujet, modération, encadrement, est-ce que c'est des mesures envisageables, souhaitables, ou est-ce qu'il faut travailler sur les trajectoires et les gains opérationnels dans un premier temps? Il faut travailler sur tout. Alors après, après avoir été très gentil avec Enrique au début, je dirais qu'on diverge sur le ciel unique, mais pour des raisons historiques. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs pays, mais il faut que tout le monde fasse des efforts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a relancé sous la présidence française ce travail-là dont on a essentiellement besoin. Je dirais qu'il faut d'abord qu'on prenne des risques et qu'on ait de l'audace. On est dans un pays qui a beaucoup tendance à craindre ou à mettre des freins, des protections, et il faut qu'au contraire, on accompagne la prise de risque, qu'on accompagne le changement. L'administration doit avoir ce rôle de ne rien évidemment sacrifier à la sûreté, à la sécurité ou à la souveraineté, mais en revanche de faire en sorte qu'on accompagne les entreprises qui vont nous proposer des nouvelles trajectoires de poser, des nouvelles façons de guider. Et ça, c'est difficile parce que il faut le faire avec sécurité et sûreté constante. Merci Damien Cazet. Un mot, Maud Pawlowski, sur ce sujet. Alors, nous, on voit aussi les lignes aériennes comme vecteurs utilisés par nos industriels. Hein, c'est pas que des thématiques de loisirs. Et effectivement, on a vécu, nous, en région, la suppression de la ligne Bordeaux-Paris. Bordeaux-Orly, oui. Parce que le train permettait en 2 heures de faire le trajet. Et là, tous les industriels de la zone nous ont expliqué que ils n'allaient pas dans le centre de Paris, ils allaient sur leur site en province, autour de Paris, et que non, ça leur mettait beaucoup plus que 2 heures. Et effectivement, c'était vraiment un outil de travail pour eux. Donc, à la fois, on comprend la régulation et on se dit qu'il faut permettre peut-être, moyennant peut-être justement expérimenter les premiers vols avec plus de SAF dans ces navettes-là. Enfin, assurer le fait que pour des usages qui nous semblent plutôt professionnels, on puisse justement expérimenter des nouvelles pratiques de ces lignes-là. Ouais. Voilà. Merci. Le mot de la fin pour vous, Nicolas Rallo. Après cette résolution historique de vendredi dernier, dans 3 ans, sur quel sujet va pencher l'OACI? Je ne suis pas devin, Question Pierre, donc difficile. je ne pourrais pas vous dire, mais il y a un suivi constant des résolutions qui sont faites, qui font partie des politiques de l'OACI, et sûrement ce sera le moment de réexaminer si les objectifs
en tout cas à court terme, sont atteints. Si on regarde un petit peu les années passées pour prévoir les années futures, ce qui se passe, et Henrik l'a mentionné, c'est qu'on ne va pas du tout dans le sens d'un abandon, mais plutôt d'un réengagement et d'une accélération. Donc malheureusement, je ne peux pas vous prévoir ce qui va se passer dans 3 ans, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un examen régulier des programmes, y compris Corsia, hein, donc pas simplement le LTAG, mais le Corsia. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour votre présence, pour votre participation à cette deuxième table ronde. Merci beaucoup pour ces échanges. On poursuit cette journée tout de suite avec un grand témoin, une grande dame de l'histoire spatiale qui nous fait l'honneur d'intervenir en vidéo dans un dialogue avec Max Armanet. Claudie Aigneret, ancienne astronaute au CNES et à l'ESA, ancienne ministre, nous parlera dans un instant l'espace, modèle de coopération internationale et d'innovation sobre et solidaire. Merci beaucoup à tous les 4.